Bonjour Monsieur Rosier. D'abord, pendant la conférence, Madame Laurence Roux a déclaré qu'on ne parle pas assez de l'adaptation comme investissement. Et donc, j'ai une question à ce sujet. Et donc, l'adaptation est souvent vue comme un coût immédiat. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a les moyens et quel est votre argument pour convaincre un client d'investir? Sur l'adaptation. Alors effectivement, aujourd'hui, on est bien d'accord, comme disait Laurence Roux, l'analyse de la robustesse finalement des investissements immobiliers, que ce soit en réhabilitation ou en neuf, n'est pas encore totalement rentrée dans les mœurs. Or, il se trouve qu'avec les dérèglements climatiques successifs qu'on constate, moi qui habite l'Anjou, on a eu la goutte froide avec la neige, on n'avait pas eu ça depuis 20 ans, ça c'était pas trop dramatique. On a eu les inondations cet hiver, zone rouge, et puis on a été à un moment donné, à 18h20 jeudi dernier, la zone du globe la plus chaude, à 43 degrés. Donc avec cette brutalité avec laquelle nous arrivent les aléas, il est vraisemblable que les investisseurs immobiliers, que ce soit un particulier pour son futur logement ou que ce soit un investisseur institutionnel, va désormais regarder cette histoire. À savoir, est-ce que là où je considère historiquement que quelque part la pierre au sens de la construction est une valeur refuge, est-ce que c'est toujours bien le cas? À savoir, est-ce que le bien immobilier, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être la durée de mon prêt, il sera toujours fonctionnel, il sera toujours confortable, il ne sera pas dangereux, il ne sera pas risqué, il sera accueillant. Et donc cette question-là, qui est en train d'arriver brutalement, moi j'en suis persuadé, va devenir un critère pour les investisseurs. Et donc, ils vont demander de la réassurance. Ils vont se tourner vers des gens qui savent faire ça, qui savent analyser, et ils vont peut-être dire, votre programme là, il ne tient pas la route, il n'est pas adapté. Sur le scénario qu'on connaît maintenant, la France à plus 4 degrés, vous avez entendu parler de ça, c'est Christophe Béchu, maire d'Angers, qui avait lancé l'adaptation de la France à plus 4 degrés. C'est plus 3 dans le monde, c'est plus 4 en Europe. Et bien, les investisseurs vont demander, est-ce que vous avez bien simulé, est-ce que vous avez bien dimensionné ma protection à l'îlot de chaleur urbain, ma protection aux inondations, ma protection contre le risque incendie? Beaucoup de communes en France, on a des incendies maintenant en Loire-Atlantique. Vous ne connaissez pas ça il y a 10 ans. Voilà, les gens vont... Moi, je suis persuadé que les gens qui font attention à leur argent, qui font attention à leur santé, à leur confort, vont demander de la réassurance. Et donc, le critère d'adaptation, je suis bien d'accord, c'est récent, mais il nous arrive en pleine figure et ça va être un critère pour choisir les projets. Oui, mais quand ça va être trop cher, ils vont bloquer les projets, ils ne vont pas les réaliser. Alors, la question du coût. Bien sûr, on n'est pas dans le monde de Wouboui. On doit regarder le coût des opérations immobilières. Si vous avez une opération immobilière à un coût réduit qui n'est pas adaptée, d'accord, et que 10 ans après sa livraison, elle échoue d'un point de vue climatique. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus servir. Une école, par exemple, devient dysfonctionnelle pour passer les examens. Un immeuble devient inhabitable pour y élever un petit enfant, par exemple. Eh bien, en fait, les gens... le coût... on voit bien que le coût initial, puisqu'on n'a pas assuré la fonctionnalité sur le long terme, va être questionné. Les gens vont accepter, si on leur donne de la réassurance, c'est mon propos, d'investir sur ce qu'on appelle le CAPEX, l'investissement initial, pour assurer la fonctionnalité sur le long terme. Mais il y a mieux que ça. En fait, les solutions d'adaptation, tout le monde pense à des solutions techniques. Tout le monde se dit, ah oui, si on fait un bâtiment plus adapté, ça va coûter plus cher. En fait, il y a bon nombre de solutions, j'explique ça dans ma conférence, avec le fameux trèfle, les 4 familles de solutions. Il y a bon nombre de solutions d'adaptation qui ne coûtent rien. Je vous prends un exemple concret. Quand vous agencez un immeuble, le fait de positionner telle ou telle pièce à tel ou tel endroit dans l'immeuble, pour le confort thermique, j'entends, peut vous permettre d'avoir des chambres tout à fait vivables, alors que vous avez juste positionné les pièces différemment. Là, on voit que ça ne coûte rien. Quand vous décidez, plutôt que de planter des arbres à 15 mètres d'une façade, de jouer sur cette proximité, en gérant les tassements, bien sûr, d'argile, ça, c'est pas un problème, on sait le faire, on a les solutions techniques. Vous décidez de rapprocher ces arbres et surtout de les arroser avec une gestion de l'eau à la parcelle qui est obligatoire en plus, et vous l'utilisez pour booster votre végétation, vous créez l'évapotranspiration, vous améliorez de 2 degrés la température extérieure, et ça ne coûte pas plus cher parce que vous deviez planter les arbres. Voilà. Tout ça, c'est pour illustrer que les solutions d'adaptation, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est du bon sens. Vous avez évoqué la notion de data, de connaissance. Aujourd'hui, on est loin d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour appliquer le programme que vous voulez. Alors, oui et non. En fait, toutes ces connaissances-là, on les a. Si vous voulez, en France,
on a la chance, on a des grands organismes de recherche, des EPIC qui font un travail formidable. Je pense au CEREMA, à l'ADEME, etc. Il faut surtout préserver l'ADEME. D'ailleurs, je passe le message. On ne peut pas imaginer que l'ADEME ne soit pas aux côtés de toute notre chaîne de valeur pour faire mieux les choses. Les datas, elles sont connues. Le problème, c'est l'inertie qu'il y a dans le système administratif. On sait aujourd'hui à quel niveau vous montez les eaux à tel endroit. On connaît les risques de submersion marine. On connaît les îlots de chaleur urbains. Ils sont répertoriés. On connaît même les zones où l'air sera moins respirable quand il fait de la canicule. Tout est cartographié. Tout est connu. Le problème, c'est que ce n'est pas descendu dans les PLU. Ce n'est pas descendu dans les SCOT, dans les SRADET, dans les PCAET. Ça, c'est des acronymes pour dire tous les documents qui permettent aux urbanistes de travailler, aux architectes de travailler, aux ingénieurs de travailler. Donc il faut accélérer. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le plan national d'adaptation au changement climatique, la transcription de ces données connues, analysées, dans les documents directeurs qui gouvernent l'aménagement du territoire, l'aménagement de la ville et de nos paysages. Et ça, il y a encore un décalage. Et du coup, nos réglementations, dont tout le monde crie haro contre les réglementations, moi je suis pour. Vous voyez, s'il n'y avait pas de réglementation, il y aurait encore des gens qui seraient capables de nous mettre de l'amiante dans les bâtiments. Ben oui. On a su depuis 1960 que c'était un danger mortel. On en a quand même collé jusqu'en 90. Donc heureusement, il y a eu la réglementation amiante. Ça, c'est pour ceux qui sont contre les réglementations. Moi, je suis pour les réglementations, surtout quand il s'agit de la santé des gens, de préserver leur santé dans les bâtiments qui les accueillent. Aussi, notamment dans la conférence, vous parlez d'un nouveau métier, de nouveaux métiers qui vont émerger. Est-ce que vous pouvez expliquer quel genre de métier et comment ça va se concrétiser ? Tout à fait. Alors, je parle effectivement de nouveaux métiers. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on est face à des nouveaux problèmes. J'explique dans la conférence, tout a changé. Les règles ont changé. Les datas dont vous parliez ont changé. Les conditions environnementales ont changé. Les crises aussi font changer la donne. Il y a une crise économique, il ne faut pas l'oublier. Il y a une crise de la ressource. Bref, tout a changé. Comment on peut imaginer, dans un monde que l'homme moderne ne connaît pas, dans lequel l'homme moderne n'a jamais construit, on n'ait pas besoin de nouvelles compétences pour gérer toute cette somme de problèmes nouveaux. Bon, alors c'est pas une seule personne, bien sûr, j'entends bien. Ce que moi j'appelle le climat architecte, ça regroupe en fait une équipe, un ensemble de compétences transdisciplinaires, où on va avoir des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs, pour simuler, pour gérer la data, des écologues aussi, parce que personne ne pense à l'adaptation de la biodiversité dont on dépend tous. Des sociologues, on a besoin des sociologues. Cette grande équipe-là, c'est l'équipe des climat architectes qui sont au chevet de la ville et qui vont repenser la question dans une approche globale systémique. Et bien entendu, s'il y a un nouveau métier, il faut le rémunérer. C'est pour ça que je me suis adressé, puisque je suis au SINA, qui regroupe globalement tous les grands promoteurs de la place. Je leur ai dit, ne vous déchargez pas sur ces fameux climat architectes. Ils vont faire le job, mais il faut les payer pour. Créer de grâce dans vos projets, neufs ou réhabilitation, une mission adaptation. Assurez-vous que les gens qui se présentent à vous ont les compétences pour la mener et exigez qu'ils prennent en compte les bonnes hypothèses du climat de demain qu'on ne connaît pas. Et dites-leur jusqu'à quelle date vous voulez être sûr que votre investissement il soit pérenne. Dites-leur 2050 si vous voulez investir pour 25 ans et après bon. Mais demandez plutôt 2070 et vous verrez la différence entre les gens qui savent, qui sont posés la question, qui ont appréhendé ce problème et qui ont composé cette équipe que j'appelle Climat Architecte pour ramener des réponses solides, robustes et pas forcément plus chères que les réponses actuelles. Parce que en fait, quand vous avez un risque, la meilleure des solutions c'est quoi ? C'est d'éviter ce risque. C'est l'évitement. Personne ne pense à ça. On a un risque, on veut lutter contre le risque. Il faut être robuste, il faut être résilient. Non, la première chose à faire, c'est d'être en capacité d'éviter, comme en boxe, le coup de poing. On se décale et le choc, on ne le prend pas en pleine figure. Et bien là, c'est pareil. Et en fait, dans cette stratégie, il y a beaucoup de métiers, c'est transdisciplinaire pour amener ces bonnes solutions. Et je redis à tous les promoteurs qui m'écouteront peut-être, ce n'est pas forcément plus cher en euros. Et c'est surtout plus de garanties pour amortir votre investissement. Peut-être une dernière question. Au sein d'AIA, puisque vous êtes directeur adjoint, Stratégie. Vous avez développé ces métiers ? Oui, alors, moi je développe une équipe pluridisciplinaire autour de cette compétence de l'adaptation. Alors, j'ai la chance d'être dans une agence, on est 800 collaborateurs, on a calculé, on a 17 métiers dedans.
Alors, on est en train de se renforcer sur les écologues, puisqu'on on prenait plutôt des partenaires extérieurs, et la sociologie. Là, on a encore des partenaires extérieurs, parce que ce n'est pas tout à fait notre métier, mais on en a besoin. Mais sinon, tous les autres métiers, on les a. On a les environnementalistes, les énergéticiens, les économistes, on a surtout les paysagistes, les architectes, j'allais le dire, bien sûr. On a tous ces gens-là. Donc, on a entamé une formation interne à vitesse grand V, je dirais, à la vitesse du climat qui se dérègle. On forme les équipes et surtout, tous nos projets maintenant, on les prend avec ce critère de sélection. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu entreprise à mission, il y a 3 mois, et notre objectif, c'est uniquement de s'unir pour concevoir et réaliser des architectures qui prennent soin pour longtemps. Et si on veut faire ça, si on veut prendre soin des gens qu'on abrite pour longtemps, il faut faire à la fois durable, ça on le savait, moins de carbone, moins d'énergie, mais en même temps, au même niveau d'intensité, d'engagement, il faut faire adapter. Et c'est ça qu'on fait au sein d'AIA. Et aujourd'hui, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples où ça transforme nos réponses, ça transforme nos projets. Quand on regarde ça avec cette nouvelle approche, cette nouvelle boussole de l'adaptation, on va l'appeler comme ça, eh bien, en fait, vous avez des propositions qui sont à la fois durables, adaptées, qui changent votre plan masse, qui changent vos plans, votre forme. Moi, j'appelle ça le morphoclimatisme. Le bâtiment change de forme. C'est le climat qui dicte la main de l'architecte ou de l'urbaniste. Et même, je dirais, la technique à l'intérieur change. Les usages changent, tout change. C'est un nouveau logiciel. J'ai une question plus perso. Vous aviez concouru pour l'hôpital, le nouvel hôpital sur l'île de Nantes. Malheureusement, vous n'avez pas été lauréat. Mais aujourd'hui, on discute beaucoup de cet aspect climatique pour cet hôpital qui a été désigné. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, là, vous m'interrogez sur l'hôpital de Nantes. Ce qui est intéressant de voir déjà, c'est qu'il y a des fausses informations qui ont circulé, avec des médias peu scrupuleux, qui par exemple lâchent à la vindicte populaire en disant l'hôpital de Nantes ne sera pas climatisé. C'est totalement faux. Pierre Nassif, l'ingénieur en chef de l'hôpital du CHU de Nantes, a fait une réponse très claire, je vous invite à la lire sur LinkedIn, qui explique bien qu'une grande partie de cet hôpital est climatisée, d'autres parties sont rafraîchies, 85% des surfaces sont traitées d'un point de vue risque-chaleur. Donc déjà, cette information était fausse. Mais j'en profite pour dire une chose très claire, c'est notre doctrine à nous, vis-à-vis de l'aléa chaleur. Climatiser n'est pas interdit. Une fois qu'on a dit ça, compter uniquement sur la climatisation pour se prémunir du risque chaleur est une sombre bêtise. Pourquoi ? Parce que si tout le monde le fait déjà, le système énergétique français ne pourra pas tenir le choc. On est déjà dans les schémas de l'ADEME, j'en parlais tout à l'heure de l'ADEME, en 2050 et en 2070, dans des schémas où si on continue de climer à cette vitesse, le système nucléaire français dans son état actuel, alors peut-être y aura-t-il un EPR de plus, mais on voit qu'il faut 25 ans pour en faire un, ne sera pas capable de tenir le choc. Pourquoi ? Parce qu'on sera au même niveau qu'en hiver, en pic de puissance appelée. Or, les fleuves sont trop chauds et on ne pourra pas faire tourner nos centrales. Donc, si vous faites que ça, vous mettez les gens en danger, en péril. On abrite des personnes âgées, en convalescence. On ne peut pas faire reposer le confort et la sécurité thermique d'un bâtiment, d'un hôpital, uniquement sur la climatisation. C'est criminel. On peut le faire quand on a fait les 7 leviers passifs de l'adaptation. Je ne vais pas vous faire les 7. Mais globalement, qui consiste à utiliser tout ce qu'on peut avant la clim pour limiter l'appel de puissance en clim. On a fait des simulations dans notre agence. Vous prenez un hôpital, vous faites aucun effort de levier passif. Pas de végétation autour, pas de protection solaire, pas de traitement de l'air, des surchauffes qu'on accumule, pas d'inertie thermique. Vous faites tout mal. Vous appelez une puissance donnée pour traiter ça qu'en clim. Vous en avez 10 fois plus à amener, 10 fois plus de puissance en énergie de climatisation à amener, au lieu de 1, si vous aviez fait les efforts. Alors, je peux vous dire aussi que votre maître d'ouvrage, il sentirait sur son portefeuille. Parce que si une journée de climatisation de son hôpital lui coûte 100 €, là, vous comprenez le truc, elle lui coûterait 1 000 €. Donc, en même temps, en OPEX, c'est suicidaire, parce que l'économie de l'hôpital ne tient pas. Voilà la réponse que nous, on apporte. Donc, on traite le passif, le maximum, l'usage au maximum, et à la fin, bien sûr, pour la sécurité des patients, des blocs opératoires, sur certaines zones qui sont très sollicitées parce qu'il y a du matériel qui chauffe à l'intérieur, on a le droit de climer, mais c'est le juste droit au froid, à sa juste mesure, ciblé, orienté et pertinent. Ok. C'est bon. Si peut-être encore une dernière question, juste pour savoir votre réaction, qu'est-ce que vous pensez de cette diminution du fonds vert mis en place par le gouvernement, le fonds vert qui sont des fonds d'investissement qui sert à cette adaptation, oui. Qui a été diminué beaucoup. Qu'est-ce que
Alors, en plus, il n'y a pas que le fonds vert qui a été diminué. On a aussi tapé dans ma prime rénov'. Et on commence, j'espère, à la limite, si la canicule qu'on a vécue la semaine dernière, il y aura une prise de conscience. Je parlais dans la conférence des arbitrages. Si on prend conscience du climat qui nous arrive, si on prend conscience des chocs que les villes vont vivre, des dommages collatéraux qu'il va y avoir en termes de santé publique, en termes de dommages matériels, économiques, ce sont des mauvais arbitrages de penser que c'est économique d'enlever de l'argent au fonds vert, qui d'ailleurs, quand vous regardez bien le fonds vert, n'était pas assez orienté à adaptation. Hein, il y avait beaucoup de choses qui étaient utilisées dans le fonds vert, et ce n'est pas des milliards de milliards. Hein. On parle d'une enveloppe de 3 ou 4 milliards qui a été baissée à 2. Bon, c'est à peu près ça les ordres de grandeur. On a enlevé 1,5 milliard ou 2 millions au fonds vert, c'est pas énorme. Les calculs montrent que la France pourrait s'adapter pour 40 milliards par an. Voilà. Donc le fonds vert, c'était 4. C'était un dixième de ce qu'il faut. Et 40 milliards, regardez les budgets français. Quand on aura tous compris, j'espère les concitoyens, vous les journalistes qui m'écoutez, que cette question de la vivabilité, de l'habitabilité, de la viabilité de nos territoires, nos bâtiments, est cruciale, elle est vitale, eh bien, on fera peut-être les bons choix pour 2027. Et peut-être que, j'espère, c'est mon vœu, je vais terminer là-dessus, le plus cher, c'est que, voilà, à la tête de notre pays, on ait des gouvernants qui arbitrent dans le bon sens pour nous protéger tous et qui mettent le paquet sur cette adaptation de nos territoires sans jamais renier sur la sobriété et l'atténuation. C'est les deux ensemble.